Tiguan, T-Roc, T-Cross, ID4, ID5 et maintenant Taygo, la gamme des SUV chez le constructeur allemand Volkswagen commence à être très large. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Premier SUV coupé du constructeur Volkswagen, il s'inscrit dans la catégorie ultra concurrentielle des crossovers urbains. Est-ce qu'il a les capacités de s'imposer dans cette catégorie très concurrentielle? Je vais répondre à cette question en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais bien sûr vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son design, son habitacle, ses technologies embarquées, son comportement routier, puis je conclurai la vidéo avec ses défauts et ses qualités pour répondre à cette fameuse question. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé, donc abonnez-vous, mais surtout activez la cloche de notification. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile, on est aussi présent sur TikTok, donc abonnez-vous à notre compte TikTok. Vous êtes prêts? On y va. Un petit peu de contexte pour vous expliquer la pertinence du Taygo dans le segment des crossovers urbains. Bon, il faut savoir qu'en 2022, mais ce sera aussi le cas en 2023, beaucoup de constructeurs automobiles dans le segment des SUV ont décidé d'installer des motorisations hybrides rechargeables pour échapper notamment aux taxes, taxes sur les véhicules de société, mais aussi les malus écologiques grâce à leurs faibles émissions de CO2. Le problème, c'est que qui dit hybridation ou hybridation rechargeable dit surcoût assez conséquent sur le montant à l'achat du véhicule. Et là où le Taygo arrive à tirer son épingle du jeu, déjà c'est sur la présence de motorisation thermique traditionnelle. Là on est sur un 150 chevaux sans hybridation, ni hybridation simple, ni hybridation rechargeable. Donc déjà en termes de coût, il va avoir un tarif qui va être inférieur à des véhicules avec une hybridation simple ou une hybridation rechargeable. Il a une habitabilité assez conséquente, vous allez vous en rendre compte rapidement quand je vais vous présenter l'intérieur. Un grand coffre, une position surélevée. Il a également un look assez tendance, le look des SUV coupés en 2022, c'est vrai que ça a la cote. Et puis surtout, un poids très contenu, 1,3 tonne seulement sur la balance pour un Taygo, comme celui que je vous présente, contre 1,8 tonne à vide pour un Volkswagen Tiguan hybride rechargeable. Il y a une demi-tonne d'écart entre les deux versions, je ne sais pas si vous imaginez. Certains établissements financiers considèrent que la voiture a de fortes chances d'intéresser beaucoup de monde et donc va avoir une valeur résiduelle importante d'ici quelques années à la fin des contrats en location longue durée. Donc ça lui profite fortement, vous allez vite vous en rendre compte d'ici quelques secondes. En location longue durée, un Volkswagen Taygo en finition style, celle que je vous présente dans cette vidéo, sur 37 mois, 45 000 km, donc 15 000 km par an, il sort pour les professionnels, les entreprises et les professions libérales avec plus de 2 ans d'activité à seulement 389 € par mois sans apport. Une voiture qui coûte plus de 34 000 € en achat comptant. Je ne sais pas si vous imaginez, 389 € par mois. Et si vous voulez encore faire des économies, là vous pourrez opter pour une motorisation non pas de 150 mais de 110 chevaux en finition business line. Et là la location longue durée s'élève à 329 € par mois seulement, toujours sans apport. Niveau taxe, même s'il n'y a pas d'hybridation, la version que je vous présente, elle a une taxe sur les véhicules de société de seulement 379 € par an. Donc ça, vous le payez une seule fois par an quand vous avez une société. Donc je pense qu'avec le combo habitabilité, look, motorisation, fiscalité et surtout prix, il va commencer à en intéresser plus d'un. Est-ce que vraiment ça suffit pour prétendre à la première place du podium ? La réponse d'ici quelques minutes. Si ça vous intéresse de profiter de l'offre en location longue durée dont je viens de vous parler, je vous ai mis un lien en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire jusqu'au bout s'il vous plaît, c'est vraiment très important. Et ensuite vous serez recontacté dans les plus brefs délais. Bon, je commence par l'avant, non ? Une caméra en haut du pare-brise qui vous permettra d'utiliser la régulation des feux de route Light Assist, la reconnaissance des panneaux de signalisation ainsi que l'aide au maintien dans la voie. Pare-brise feuilleté isolant de série, un capot avec des lignes assez dynamiques et acérées grâce à ces 4 lignes de capot qui accentuent le côté sportif visuellement à l'avant du véhicule. Projecteur IQ Light de série s'il vous plaît, qui comprennent les feux Matrix LED, l'éclairage intelligent et aussi le faisceau sélectif qui vous permettra de ne pas éblouir les gens qui viennent en face de vous lorsque vous évoluez dans la nuit. Une calandre assez large avec cette finition en nid d'abeille, en plastique noir, 2 baguettes horizontales chromées et sur la baguette inférieure, vous avez en fait toute cette jonction qui est à LED et qui s'illumine lorsque vous êtes dans l'obscurité. On retrouve aussi une baguette horizontale chromée tout en bas du bouclier, juste à côté de la jupe de bas de bouclier qui est en plastique noir et en dessous de cette très grande entrée d'air centrale. Et enfin, vous avez les feux anti-brouillard à LED avec l'éclairage statique d'intersection. C'est vrai, lorsqu'on regarde la face avant
du nouveau Taigo. On voit un lien de parenté assez marqué avec le Tiguan, le T-Roc et le T-Cross, mais je trouve que Volkswagen a quand même réussi à lui donner sa propre identité visuelle. Les tailles de jantes varient de 17 à 18 pouces. Là, on est sur des jantes de 17 pouces, les Aberdeen, sur le modèle que je vous présente. Arche de roue et jupe latérale en plastique noir avec un insert sur les jupes latérales en argent anodisé. Plusieurs teintes de carrosserie sont proposées. Là, on est sur un noir intense qui est facturé 600 €. Les coques de rétroviseur reprennent la couleur carrosserie, d'ailleurs, avec un répétiteur de clignotant. Les rétroviseurs sont dégivrants, réglables et rabattables électriquement. Encerclement des fenêtres en plastique noir. Les vitres arrière et la lunette arrière sont surteintées à 65%. Et ça, c'est 2 séries sur le modèle que je vous présente. On a des rampes de pavillon en argent anodisé qui disparaissent si vous optez pour le toit ouvrant, un empattement de 3,55 m et enfin un réservoir avec une contenance de 40 litres. Sur l'arrière, en haut de la lunette arrière, on a un béquet qui est en couleur carrosserie, qui accentue un peu ce design dynamique sur la voiture. Lunette arrière qui est assez inclinée, forcément, vous avez un look de coupé. Très large bandeau lumineux qui relie les projecteurs arrière qui sont à LED. Bien sûr, caméra de recul de série sur la version que je vous présente. Ce que j'aime pas trop, moi, sur l'arrière du Taigo, c'est la partie inférieure sur l'arrière, avec une pièce en plastique assez proéminente. Très large empiècement, juste ici, en chrome, qui inclut dans son retour sur les extrémités les catadioptres du véhicule. On a le diffuseur avec cet empiècement qui est en argent anodisé qui cache la double sortie d'échappement qui est située sur la gauche. Alors sachez que vous pourrez opter pour un dispositif d'attelage amovible pour 775 € qui vous permettra de tracter 650 kg en non freiné et 1200 kg en freiné. Pas d'ouverture ou de fermeture du haillon électrique sur le Taigo, faut le savoir. 438 litres d'espace dans cette configuration, ce qui est assez généreux, je trouve, quand on voit la taille du véhicule et son empattement. Et si vous baissez la banquette arrière qui est rabattable en 60-40, là vous aurez accès à 1222 litres. Alors ce qui est plutôt pratique, c'est que vous avez un plancher de coffre qui est amovible. Donc là vous aurez accès à une option, c'est une roue de secours à encombrement réduit qui est facturée 115 €. Et là vous n'aurez pas besoin de le tenir avec votre main, il tient tout seul avec des petits systèmes de maintien qui sont situés à gauche et à droite, et vous pourrez gagner une habitabilité assez conséquente. Et enfin sur la gauche vous avez un petit rangement qui est disponible. Sur ces dimensions, une longueur de 4,27 m. 4,27 m, c'est tout simplement 1 cm de moins que la dernière Golf 8 de chez Volkswagen. Donc on a un format qui est assez contenu. Largeur 1,76 m hors rétroviseur, hauteur 1,52 m. Et sur son poids, là il marque beaucoup de points et ça se ressent vraiment de manière significative sur son comportement routier. Son poids à vide est compris entre 1220 et 1304 kg sur la version que je vous présente. Donc comme je vous l'indiquais il y a quelques minutes, c'est une demi-tonne de moins qu'un Volkswagen Tiguan hybride rechargeable. Sous le capot moteur, il n'y a pas de verre, faudra mettre la tige pour pas vous la prendre sur les doigts. 1,5 litre TSI, 4 cylindres, 150 chevaux, 250 Nm de couple, transmission au roue avant, boîte de vitesse automatique DSG7, 7 rapports, avec des performances qui sont bonnes pour ce petit moteur de seulement 150 chevaux, puisque le 0 à 100 km/h est abattu en 8,3 secondes. Vitesse max 212 km/h quand même, et une consommation assez contenue annoncée par le constructeur à 6,1 litres au 100 km. Moi j'ai constaté 6,6 litres au 100 km de consommation moyenne. Alors ce qui est bien avec les nouvelles normes de calcul des consommations des constructeurs, c'est qu'on arrive sur des motorisations thermiques traditionnelles comme celle-ci à être pas très loin de ce qu'annonce la marque. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, ce qui n'est pas encore le cas sur l'hybride rechargeable, je vous en parle souvent. Sur son prix, 34 030 € pour le modèle que je vous présente dans cette finition avec cette configuration, cette boîte de vitesse. Et il faut savoir qu'il émet 138 grammes de CO2 par kilomètre. Donc là, vous paierez un malus écologique une seule fois à l'immatriculation, forcément, de 260 €. Et ensuite, si vous le prenez sur votre société, là, vous paierez une taxe sur les véhicules de société chaque année d'un montant de 379 € par an. Donc fiscalement, c'est vrai qu'il est très attractif. Pour l'habitabilité qu'il propose et aussi son moteur, on est sur un montant en achat comptant élevé. Quand on a une société et qu'on souhaite acheter un véhicule à 34 000 €, ça fait quand même beaucoup de trésorerie immobilisée. Et c'est là où la location longue durée et sa très bonne valeur résiduelle ont beaucoup de sens selon moi. Moi, c'est ce que je fais sur ma société. Je préfère ne pas immobiliser ma trésorerie et justement avoir un loyer tous les mois. Et c'est vrai que 389 €, c'est beaucoup plus facilement absorbable que sortir d'un coup 34 030 €. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Alors forcément, dans un format contenu de 4,27 m avec
avec l'empattement du Taigo. On va pas faire des miracles à l'intérieur. Mais ce qui est à noter, moi j'ai réglé le siège avant pour ma taille. Donc bien sûr, j'ai les genoux qui touchent, vous vous en doutez. On peut pas faire de miracle. Mais la bonne nouvelle, c'est que je me tiens droit, vous pouvez le voir. Et avec ma taille d'1m88, à part mes cheveux fous qui touchent le ciel de pavillon, en fait, on a de la place. On peut mettre 4 adultes sans aucun souci. La 5e personne, ça va être un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez une présence de tunnel central qui est, selon moi, trop importante. Ça, c'est dommage. 2 prises USB-C sont présentes. Vous n'avez pas de bus d'aération orientable. Ce qui est assez appréciable, c'est l'assise. Donc, les genoux, on va dire que ça passe. Au niveau des coudes, c'est plutôt pas mal. Pour 4 personnes, pas pour 5, encore une fois. Et l'assise est bonne. Pourquoi? Parce que Volkswagen a positionné cet empiècement en bas du dos, qui est assez moelleux et qui vous maintient, en fait, au niveau du coccyx. Ça, c'est appréciable. Et je trouve que, contrairement à d'autres modèles de chez Volkswagen qui ont souvent une assise et un dossier qui sont fermes, là on est sur quelque chose de un peu plus moelleux que ce que j'ai l'habitude de connaître chez le constructeur allemand, avec une sellerie mixte 2 séries sur le modèle que je vous présente, avec du tissu, du simili-cuir, des surpiqûres contrastées de couleur blanche et aussi cette finition en art de velours qui ressemble à de l'Alcantara et même à s'y méprendre. On a des puits de lumière via ces vitres de custode sur l'arrière, ça aussi c'est assez appréciable parce que vous avez en fait, lorsque vous êtes assis à l'arrière, une sensation d'engoncement qui est due au design de SUV coupé du véhicule. Des poches aumônières sont présentes. On a un ciel de pavillon qui est de couleur claire. Alors, vous pouvez opter pour un toit ouvrant pour 930 € en option qui vous enlèvera les barres de toit. Je vous le rappelle, c'est en argent anodisé. Autre point à noter, bien sûr, la banquette est rabattable, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en 60-40. Les contreportes. Alors, comme sur toutes les voitures de cette catégorie, les crossovers urbains, dans l'immense majorité, voire la totalité des modèles, ont des contreportes avec du plastique dur. Bon là, le plastique dur, il est omniprésent sur le centre et le bas de la contreporte. Le design, on va dire, est dans la moyenne de sa catégorie. On n'a rien de très exceptionnel, on n'a rien de très disruptif. On est sur de la qualité du design allemand, pas plus, pas moins. Et puis on a aussi ces vitres arrière qui sont surteintées à 65%, qui vous apportent un peu plus de confidentialité lorsque vous serez assis sur les places arrière. Donc un véhicule habitable, plus à 4 que à 5 personnes. Et c'est vrai que ce sera mieux si vous faites moins de 1m85 pour vous installer confortablement, notamment pour vos genoux. Même constat sur les contreportes à l'avant de la voiture, avec toujours du plastique dur présent sur toute la contreporte. On a juste cette partie en tissu. Éclairage d'ambiance qui est 2 séries sur notre modèle d'essai. On a un système audio 2 séries avec 6 haut-parleurs. Et vous pouvez en option pour 680 € avoir le Beats Audio avec 6 haut-parleurs, un subwoofer et 300 watts de puissance totale. Pédalier simple, noir. Sur les sièges. Alors 2 séries sont réglables manuellement, uniquement en hauteur pour le conducteur et le passager. Et ils sont chauffants pour 370 €. Sur le maintien et le confort, là aussi, Volkswagen a fait attention au confort des passagers à l'avant du véhicule, avec des maintiens peu marqués, mais ça c'est plutôt agréable, moi je trouve, notamment sur cette catégorie de véhicules. Et on a une assise qui vous permettra d'envisager des trajets de plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres sans aucun souci. On ne s'attend pas, quand on rentre dans des voitures de cette taille, à avoir un confort d'assise et de dossier assez marqué. Mais là, je dois vous avouer, j'ai été plutôt agréablement surpris. On n'est pas sur le confort d'une berline à 100 ou 150 000 € ou d'un très gros SUV. Mais tout de même, on est étonné par le confort que le Taigo vous procure. Volant, 3 branches en cuir avec palettes réglables en hauteur et en profondeur. Ça, c'est plutôt bien vu. Alors, les palettes sont toutes petites, mais le volant a un design qui est plutôt attrayant, je trouve. Vous avez ce léger méplat, des inserts décoratifs en alu brossé. À gauche, régulateur de vitesse, maintien dans la voie et volume sonore. Et à droite, commande vocale, navigation dans l'écran d'instrumentation. Et vous pouvez aussi passer vos playlists. Volant à 3 branches, vous le savez, moi je suis fan. Et je trouve que on est bien accueilli quand on s'assoit dans cette voiture. Ça, c'est un gros plus, je trouve, parce que quand vous sortez un volant à 4 branches horrible, ça invite pas au voyage pour le coup. Digital Cockpit Pro, 10,25 pouces, entièrement numérique et personnalisable, très facile à lire et à utiliser d'ailleurs. Vous avez une casquette du tableau de bord qui est assez prononcée sur le véhicule, un petit peu trop haute selon moi. Si vous vous positionnez un tout petit peu bas, en fait, elle vient un tout petit peu obstruer une partie basse de votre champ de vision. Par contre, si vous vous positionnez un tout petit peu plus haut, là, vous n'aurez pas ce désagrément. Énormément d'aide à la conduite de série. Vous avez le front assist avec le freinage d'urgence, avec le système de détection des piétons et des cyclistes, le travel assist avec l'assistant de voyage semi-autonome. En fait, ça vous régule la vitesse en fonction des autres véhicules, avec la fonction stop and go et le maintien dans la voie grâce à la caméra que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez la détection de fatigue du conducteur et aussi la reconnaissance des panneaux de signalisation. Et pour 620 €, sachez que vous pourrez opter pour un pack aide à la conduite qui comprend le parc assist avec le système d'aide au stationnement en créneau et en bataille, et vous aurez aussi le side assist avec l'assistance au changement de voie et sortie de stationnement avec détection des angles morts.
mort. Ah ben, dis donc, ça en fait quand même des équipements. Je trouve, et ça c'est personnel, qu'il y a eu un réel effort de Volkswagen pour faire des habitacles et des postes de conduite plus sexy que sur les anciennes générations. Si je prends par exemple la Golf 7, qui était une bonne voiture, mais moi je trouvais que c'était d'un triste lorsque vous vous asseyez sur les sièges à l'avant du véhicule. Et là on a avec notamment les petites couleurs bleu et rouge, et puis même l'alu brossé sur le volant, un design qui est vachement plus doux je trouve, plus prononcé, avec plus de caractère. Je trouve qu'on a un véhicule avec du sex appeal. Insert décoratif Deep Iron Grey sur le tableau de bord. On retrouve un écran d'infodivertissement tactile de 8 pouces sur notre modèle d'essai. Assez facile d'ailleurs à utiliser, il y a une bonne réactivité de l'écran. Il comprend le Discover Media avec le service streaming et radio via internet. Et vous avez aussi bien sûr le système de navigation. Mais bon, moi comme à chaque fois, je préfère mettre l'Apple CarPlay. Alors là, vous avez l'Apple CarPlay sans fil et l'Android Auto filaire de série dans le Taigo. Ça, c'est très bien vu. Pour 690 €, vous pourrez opter pour le Discover Pro qui comprend un écran tactile de 9,2 pouces. Deux aérateurs sont placés juste en dessous de l'écran d'infodivertissement. En dessous des aérateurs, vous avez la commande pour la climatisation automatique Bizone avec le filtre anti-allergène. Chargeur à induction, et ça c'est 2 séries sur notre modèle d'essai avec 2 ports USB-C qui sont présents juste ici. Levier de vitesse un petit peu à l'ancienne, c'est vrai qu'il aurait fallu peut-être s'adapter et peut-être se greffer sur le même type de design qu'on retrouve sur les nouvelles Golf 8, aussi dans les Porsche d'ailleurs, avec les tout petits leviers de vitesse qui s'intègrent à la perfection dans les planches de bord et sur les consoles centrales. Bon, là c'est vrai que ça fait un petit bond en arrière par rapport à d'autres concurrents. C'est pas choquant, mais c'est vrai que quand vous avez un tout petit levier, c'est toujours plus harmonieux sur la console centrale. Une prise 12 volts, un frein à main mécanique, alors ça c'est rare pour ceux qui aiment bien tirer des câbles. Le frein à main mécanique, on n'en trouve quasi plus sur les SUV en 2022. Et on a 2 portes gobelets qui sont présents et un tout petit accoudoir central avec un léger rangement. Place maintenant à l'essai routier. Alors première chose à vous dire, c'est que le Volkswagen Taigo partage sa plateforme, la plateforme MQB A0, avec la Volkswagen Polo et aussi le Volkswagen T-Cross. C'est pour ça qu'en termes de design, il y a un petit lien de parenté avec la Volkswagen Polo. C'est une sorte de Polo surélevé. C'est vrai que ça se voit clairement quand on regarde le dessin de la carrosserie, notamment sur la partie latérale. Sur ces suspensions, on a un schéma plutôt classique, suspension avant de type McPherson et à l'arrière on a une traverse déformable. Alors sur leur confort, ce que j'ai noté, moi j'ai trouvé l'amortissement un petit peu ferme, sans être pour autant inconfortable. C'est vrai que c'est un petit peu ferme, pas très dérangeant, si ce n'est lorsqu'on se retrouve sur des routes avec beaucoup d'aspérité, beaucoup de déformation, où là on le ressent un peu plus. Ça ne vous remonte pas non plus dans le bas du dos, grâce heureusement au bon confort des sièges, notamment sur le dossier. La voiture bénéficie quand même d'une très grande qualité pour moi en 2022 et qui se fait extrêmement rare, notamment sur des SUV, c'est son poids. Poids très contenu, 1 tonne 3 sur le modèle que je vous présente, 1304 kg exactement, une demi-tonne de moins qu'un Volkswagen Tiguan hybride rechargeable. Et ça, ça lui profite énormément. La voiture dans le sinueux est quand même très agile, je trouve, par rapport à certains de ses concurrents. On a une direction qui est précise, mais un petit peu molle. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de flottement, on arrive à bien placer la voiture, mais j'aurais aimé une direction un petit peu plus directe, qu'on ressent un petit peu plus. La voiture est bien née, moi je trouve, au niveau du châssis. On se prend même à des moments à adopter des rythmes élevés, voire très élevés. Bon, le moteur, on reste sur un moteur, je vais y revenir dans quelques instants, avec des performances correctes. On n'est pas sur une voiture de sport, mais tout de même des performances plus qu'honorables pour un moteur de 150 chevaux de 4 cylindres. Parmi les aides à la conduite, il y en a une qui marche assez bien, c'est le Travel Assist. Donc, le Travel Assist est une conduite automatisée qui vous apportera surtout de la sécurité au volant. Si vous évoluez sur de longs trajets par exemple, on a une tendance à s'endormir avec la fatigue et à avoir un peu moins d'attention. Là pour le coup ça corrigera les faiblesses d'attention, les pertes d'attention du conducteur. Alors en fait ça fonctionne avec la caméra qui est en haut du pare-brise, les capteurs qui sont situés à l'avant
du véhicule. Ça va agir sur l'accélération, le freinage, mais aussi la direction du véhicule sur des vitesses comprises entre 30 et 210 km/h. Il faudra toujours garder les mains sur le volant par contre, ce n'est pas une conduite autonome dans laquelle vous pouvez vous asseoir confortablement dans le siège et attendre que ça se passe. Mais ce que j'ai noté, c'est que cette aide à la conduite, le Travel Assist, que vous déclencherez via une commande qui est située à gauche du volant, n'est pas très intrusif. C'est assez doux, c'est assez fluide dans son utilisation. On ne sent pas que la voiture a des à-coups, réagit mal aux obstacles, aux situations de conduite qui vont se présenter devant vous. Et ça, c'est plutôt appréciable. Ce n'est pas le cas chez tous ses concurrents. On a certains modèles sur lesquels vous avez les aides automatisées qui sont un petit peu trop violentes et un petit peu trop intrusives. Vous êtes quand même obligé d'avoir un degré d'attention très élevé lorsque vous les activez. Là, ce n'est pas le cas sur le Taigo. Ça, j'ai bien apprécié à son volant. Alors ça, ce sera sur autoroute que vous le ferez, pas sur des petites routes départementales. Aussi, en termes de sécurité, vous avez le front assist et le freinage d'urgence qui sont de série sur la voiture que je vous présente. Donc, ces systèmes vont identifier des risques de collision imminents via les capteurs qui sont situés à l'avant du véhicule et ainsi vous prévenir de manière visuelle et sonore de ce risque. Et ensuite, si vous ne réagissez pas, là, le véhicule va appliquer un freinage très appuyé, voire quasi un freinage à fond en fonction de la distance de la collision qui a été identifiée par le système. Et ainsi, ça va limiter les dégâts lors d'une collision. Alors là, c'est pareil, il faut vraiment arriver dans des situations de conduite où vous allez avoir un vrai risque qui se présente en face de vous pour que le système agisse. Il faut savoir qu'il est en fonction à partir de 5 km/h jusqu'à 85 km/h pour des piétons. Et pour des motos, par exemple, ou des voitures ou encore un camion, là, le système fonctionne jusqu'à la vitesse maximale de 212 km/h. Le freinage, alors si on parle de freinage, hors ce système de freinage d'urgence, moi je l'ai trouvé très mordant. Là encore une fois, c'est le poids, light is right. 1,3 tonne sur la balance, vous doutez que forcément ça va freiner et ça freine plutôt bien. On est sur des distances de freinage proches des distances de freinage de voitures de sport. Et le freinage est en plus de ça très endurant. Donc là, en termes de sécurité, on se sent vraiment bien lorsqu'on est assis dans cette voiture et lorsqu'on l'emmène à un rythme dynamique, voire très élevé. Ça, c'est aussi un de ses grands points forts. Sur la boîte DSG7. DSG7, alors c'est marrant, j'ai essayé une Bugatti Chiron la semaine dernière. Elle est équipée d'une boîte DSG7, bien sûr adaptée pour la Bugatti Chiron, vous en doutez. C'est une technologie qui est utilisée depuis très longtemps dans le groupe Volkswagen et qui fonctionne à la perfection. Les petits défauts de cette boîte, alors sur ce modèle, c'est vrai qu'on a une sensation lorsqu'on met la boîte de vitesse à pleine charge et qu'on accélère à fond, on a une petite sensation de patinage, mais qui n'est pas du tout liée à un bug ou quoi que ce soit de la boîte de vitesse. C'est inhérent à cette fonctionnalité de double embrayage. Elle est efficace, elle lui permet des relances mais aussi des accélérations hyper vigoureuses et ça c'est agréable. 8,3 secondes pour atteindre les 100 km/h, bien assez dans cette typologie de crossover urbain. Je vais vous faire un petit 0 à 100 km/h, il n'y a pas de mode de conduite sur la version que j'essaye, il y en a uniquement sur la version Airline. J'accélère à fond. Je me suis mis en manuel pour pousser les rapports à fond. Ouais, la voiture accélère vraiment très bien. Et là, encore une fois, le poids joue énormément dans son dynamisme. C'est rare quand même, en 2022, 1,3 tonne sur la balance pour une voiture qui peut accueillir 5 adultes, on va dire plutôt 4 adultes confortablement, ça se fait rare. Je dirais que sur le comportement routier, c'est une voiture qui va plaire, qui va même beaucoup plaire, puisque ce dynamisme de conduite est aujourd'hui un atout, une qualité qui se fait assez rare, à cause notamment de l'hybridation. L'hybridation, pour ceux qui ne le savent pas, si vous ajoutez un moteur électrique à ce type de véhicule, vous allez au bas mot ajouter 100 à 150 kg. Et ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas, sinon on sera plutôt dans des fourchettes au-delà de 200 kg. D'où l'intérêt de ne pas
nécessairement et obligatoirement mettre une hybridation rechargeable dans ce type de véhicule, puisque vous gagnez forcément en dynamisme, mais aussi sur la consommation de la partie thermique. Parce que lorsque votre batterie du moteur électrique est vide, c'est le moteur thermique qui prend le relais et il fonctionne lorsque vous avez une motorisation hybride rechargeable que sur la motorisation thermique si votre batterie du moteur électrique est vide. Et ça entraîne des surconsommations, je vous en parle souvent. Les hybridations rechargeables nécessitent de se recharger le plus souvent possible. Le problème, c'est qu'il faut avoir accès à une prise de recharge. Ce n'est pas tout le temps le cas, notamment lorsqu'on habite dans un immeuble. Et c'est là où le Taigo, comme je vous le disais en début de vidéo, prend tout son sens. C'est que lui, avec cette bonne vieille motorisation thermique et des consommations qui sont correctes, parce qu'on est aux alentours des 6,5 litres au 100 km en moyenne. Après, si vous commencez à adopter un rythme assez soutenu, vous allez monter entre 7,8 litres et 8,3 litres. Moi, ça a été ce que j'ai mesuré. Donc ça reste très correct pour une voiture avec ce niveau de performance. Mais c'est vrai que la qualité de son châssis, son dynamisme, son agilité et son poids font que il vous donne des sensations qu'on a du mal à retrouver en 2022 sur beaucoup de SUV, et notamment cette typologie de voiture. Je ne dis pas que c'est un véhicule sportif, mais quand même, on arrive facilement à s'amuser à son volant, et c'est vrai que ça se fait extrêmement rare. Peu de défauts, je dirais, sur la partie de l'essai routier. C'est une voiture qui va être choisie, je pense, pour son tarif, attrayant en location longue durée, même en achat comptant, mais surtout en location longue durée. Son habitabilité pour 4 personnes, son niveau d'équipement de sécurité, et j'insiste là-dessus. Et je pense que après, ça va jouer sur le design. Et c'est pour moi le point qui va faire que vous allez choisir une autre voiture ou vous allez choisir le Taigo. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez le même avis que moi sur le design qui peut être clivant, mais comme sur beaucoup de voitures, on aime ou on n'aime pas. Mais sur le Taigo, je dirais que c'est assez harmonieux et si je regarde toute la gamme Volkswagen, je trouve qu'ils ont réussi à lui trouver une identité. Ce ne sera pas facile pour le Taigo de s'affirmer face aux autres modèles au sein de la gamme Volkswagen, mais je dirais qu'il en a en tout cas tous les atouts. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau Volkswagen Taigo. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, il n'y a pas d'ouverture ou de fermeture électrique pour le haillon, pas de motorisation hybride rechargeable malheureusement, et puis il s'inscrit dans une gamme de SUV selon moi un petit peu trop large. Chez Volkswagen, c'est difficile de faire son choix. Dommage. Heureusement, pour moi, il a beaucoup de qualités. Déjà une habitabilité et un coffre assez généreux avec 438 litres de contenance dans le coffre. On a un look assez tendance en 2022, celui des SUV coupés, des bonnes performances avec un 0 à 100 km/h qui est abattu comme une petite GTI d'il y a une dizaine d'années. Bonne vitesse max aussi avec 212 km/h. Un poids contenu et ça lui profite énormément sur l'efficacité de son comportement routier et enfin des tarifs en location longue durée qui sont plus qu'attractifs. Je vous mets au défi de trouver des équivalents avec le même niveau d'équipement, les mêmes performances avec des tarifs en dessous de 400 € par mois sans apport avec le même niveau de kilométrage. Est-ce qu'il a les capacités et les atouts pour s'imposer face à la concurrence dans le segment des crossovers urbains? Alors, sur l'aspect motorisation, performance et comportement routier, oui, sans aucun doute. Sur son aspect extérieur et son design, je pense qu'il y a certains de ses concurrents qui vont peut-être apporter un peu plus de peps, un peu plus d'exotisme et qui vont faire pencher la balance vers eux plutôt que sur le Taigo. Certains vont dire, et c'est mon cas, il a encore un design un petit peu trop consensuel. Il faudrait que son identité visuelle soit encore plus marquée, même s'il y a eu des efforts. Sur l'aspect fiscal, il est très intéressant, mais c'est vrai qu'une motorisation hybride rechargeable sur un crossover urbain, là vous n'aurez pas de taxe sur les véhicules de société et vous n'aurez pas de malus écologique à payer. Là il y en a un petit, même si c'est infime, il faut quand même le payer. Sur l'habitabilité, c'est vrai qu'il se positionne là pour le coup sur la fourchette haute par rapport à ses concurrents. Et ce qui me fait dire que s'il n'occupe pas la première place, il sera au moins sur le podium. Je trouve que Volkswagen a fait un crossover urbain qui répond à beaucoup d'usages et au final
c'est ce que cherchent les acheteurs de ce type de véhicule. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification. Pareil sur mon compte Instagram, pareil sur mon compte TikTok. Je vous ai mis tous les liens en dessous de la vidéo. Puis n'oubliez pas, hein, si le Taigo vous intéresse à 389 € par mois, cliquez sur le lien et remplissez le formulaire jusqu'au bout. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!